Nous avons dit précédemment qu'il fallait, pour que la démocratie puisse fonctionner, un large espace de liberté d'expression. J'ai parlé des dangers d'intimidation ou de conformisme, bref, le danger que les gens n'en disent pas assez pour justement ne pas avoir d'ennui en disant des choses qui risqueraient de déplaire à une partie de la population. Et j'ai essayé de montrer qu'en démocratie, il faut au contraire que les gens puissent largement s'exprimer parce que c'est ça qui alimente le débat démocratique. Sinon, ils pensent quelque chose qui est peut-être bien, pas nécessairement, mais qui est peut-être bien, et ils ne le disent pas pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le fait de ne pas dire une bêtise, mais simplement parce qu'ils ont peur. Maintenant, une fois qu'on accorde cela, on dit oui, effectivement, il faut un large espace de liberté d'expression. On ne voit pas comment la démocratie peut fonctionner, puisque la démocratie, effectivement, c'est le débat dans le peuple pour arriver à des décisions. On ne voit pas comment ça pourrait fonctionner sans une large liberté d'expression. Est-ce que la liberté d'expression est pour autant illimitée? Donc on va dans l'autre sens ici. S'il faut un large espace de liberté d'expression, est-ce qu'il est large ou est-ce qu'il est infini ou est-ce qu'il faut l'arrêter quelque part? Eh bien, vous allez voir que, oui, il y a des limites. Mais elles doivent être définies de façon stricte pour éviter, justement, que la liberté d'expression soit étouffée. Il y a deux catégories de limites dans les sociétés démocratiques. La première grande catégorie de limites, ce sont des limites dont tout le monde accepte le principe. Tout le monde dit qu'il faut des limites comme ça. Les grands débats, c'est sur l'application pratique et la manière de placer les limites. Et là, vous allez voir que, comme on dit, le diable est dans les détails. Et puis, il y a une deuxième catégorie de limites qui sont différentes, puisque celles-là, il y a controverse à leurs propos. Certains disent il en faut. Il faut que, pour ces raisons-là, on limite la liberté d'expression, et d'autres disent non. Tandis que pour les premières, tout le monde est d'accord sur l'existence des limites, mais l'application crée des controverses. Alors, en ce qui concerne cette première catégorie, c'est-à-dire les limites de la liberté d'expression qui sont généralement admises, je vais donner 4 exemples fondamentaux. Il y en a d'autres, hein, mais 4 exemples fondamentaux de limites généralement admises. Je dis qu'il y en a d'autres parce qu'il y a tellement de textes dans les législations nationales, dans les traités, etc., que bien sûr, vous pouvez avoir des nuances. Mais celle-là s'y retrouve toujours. La première, c'est la tension qui existe entre la liberté d'expression et ce qu'on appelle le droit à la réputation. Donc ici, vous entrez dans le domaine de la tension entre droits. Ce n'est pas qu'on limite la liberté d'expression parce que le tyran ne veut pas qu'on parle, c'est parce que la liberté d'expression, le droit à la liberté d'expression est un droit fondamental, tout le monde le reconnaît, mais vous allez voir que le droit à la réputation aussi. Et quand ils entrent en conflit, eh bien, il faut bien trouver une solution. Alors, c'est quoi le droit à la réputation? Ce n'est pas le droit à ce que personne ne dise quelque chose de négatif sur vous, parce que sinon, vous n'avez plus de débat du tout. Alors les gens n'oseront vraiment plus critiquer. Non, non, la diffamation, donc atteinte à la réputation, c'est le cas de quelqu'un qui répand des propos, qui diffuse des propos dont il sait qu'ils sont mensongers, négatifs sur une personne, pour lui nuire, pour se débarrasser d'elle. Et tout le monde reconnaît que la société devrait être invivable, deviendrait invivable, la vie en société deviendrait invivable, si chacun pouvait répandre n'importe quelle rumeur mensongère sur autrui sans en prendre la responsabilité, sans en porter la responsabilité. Et donc, de ce point de vue-là, on permet aux citoyens d'aller devant un juge, au civil ou au pénal, et de demander au juge que tel ou tel individu soit condamné parce qu'il vous a diffamé, c'est-à-dire parce qu'il a répandu des propos négatifs. Il est évidemment incapable de rapporter la preuve de ces propos puisqu'il sait très bien qu'ils sont mensongers. Et donc, si c'est ça, le juge peut le condamner pour atteinte à la réputation. L'individu qui est condamné peut se dire « c'est une expression, je n'ai fait que parler, je n'ai fait que dire des choses, je n'ai pas porté atteinte physiquement à cet individu, je ne lui ai rien volé. » Et on va dire « ce ne sont que des mots, c'est la liberté d'expression. »
Mais là, vous portez atteinte au droit à la réputation et on ne peut pas permettre dans une société que l'on répande sciemment, délibérément des mensonges négatifs sur les personnes pour régler ses comptes, si vous voulez. Le deuxième exemple, c'est la question du droit à la vie privée, aussi un autre droit. Droit à la liberté d'expression, droit à la vie privée. Il y a des choses qui sont protégées par les murs de la vie privée. Ça veut dire que vous ne pouvez en informer les gens à l'extérieur qu'avec le consentement des individus. Cela suppose bien entendu que les individus agissent dans le cadre de la loi. Si quelqu'un est en train d'assassiner quelqu'un d'autre ou quelqu'un est en train de frapper des enfants dans un appartement à côté, que vous le savez, vous avez non seulement le droit, mais le devoir d'avertir les pouvoirs publics pour faire cesser ça. Mais vous n'avez pas le droit de dire, de publier dans le journal, tiens, monsieur X est homosexuel, je le sais, bon, je l'ai vu par le trou de la serrure, j'ai pris d'ailleurs une photo avec mon téléphone et je vous la publie. Donc c'est vrai, parce que regardez, elle n'est pas truquée. Même si elle n'est pas truquée, vous n'avez pas le droit de le faire parce que c'est protégé par la vie privée. La société à l'extérieur n'a pas le droit de savoir des choix qui sont des choix privés et qui ne portent pas atteinte à la loi. Parce que les gens doivent pouvoir préserver quelque chose qui leur est personnel et que nous n'acceptons pas que la société ait un droit de regard total sur les individus. Et donc là, vous pouvez avoir des tensions. Parce qu'en même temps, de temps en temps, il est nécessaire que les journalistes parlent de la vie privée, en particulier des personnes publiques, des gens qui se présentent aux élections, en se disant, bon, il veut être président de la République, on voudrait quand même bien savoir qui il est. Et donc, bon, on pénètre dans sa vie privée, on raconte sa vie. Et donc, il y a des limites, mais il faut faire très attention à ce que la liberté d'expression et la liberté d'informer le public sur des questions d'intérêt public, qui est l'homme qui va devenir président de la République, ne soient pas trop limitées par la vie privée. En même temps, c'est souvent absurde. Et on a vu dans le cas de l'affaire Clinton-Monica Lewinsky il y a quelques années que la presse dévoile tout ce qui est de l'ordre de la vie privée. Or, l'histoire montre que la vie privée et la vie publique, c'est souvent très différent. C'est-à-dire que de grands chefs d'État étaient des hommes très traditionnels, fidèles à leurs femmes, etc. De très mauvais chefs d'État ont aussi été fidèles à leurs femmes. De grands chefs d'État comme Roosevelt ou Kennedy ont été ce qu'on appelle aux États-Unis des womanizers, c'est-à-dire des hommes à femmes. Et il y a sans doute eu pas mal de présidents qui étaient des hommes à femmes et par ailleurs de très mauvais présidents. Donc c'est différent. Donc ça, il ne faut pas trop vouloir entrer dans la vie privée pour savoir comment quelqu'un va se comporter à l'extérieur. Maintenant, c'est vrai que si l'on apprend que quelqu'un dans sa vie privée est un père brutal et violent avec ses enfants, quelque part c'est une information pour quelqu'un qui veut occuper un mandat public. Si vous ne voulez pas occuper un mandat public, ça devient plutôt une affaire personnelle, sauf si le fait d'être brutal avec ses enfants devient illégal parce que c'est interdit par la loi. La troisième catégorie, ce sont les atteintes à la sécurité. C'est aussi un droit important, le droit à la sécurité. Donc quand il y a un crime qui est commis et que la police est sur la piste d'un criminel, si les journalistes possèdent des informations qui risquent d'empêcher l'arrestation du criminel parce qu'il va voir les informations, il sait qu'on le poursuit, il va s'enfuir, la presse effectivement fait attention. Elle devrait faire attention et ne pas donner dans ce temps-là l'information tant que l'arrestation n'a pas été faite. Et de la même manière au niveau de la sécurité nationale, parce qu'évidemment si vous êtes envahi par un autre pays, vous êtes aussi atteint dans votre sécurité. Vous ne pouvez pas en temps de guerre, c'est une phrase connue d'un juge de la Cour suprême des États-Unis, vous ne pouvez pas en temps de guerre dire voilà, je publie dans les journaux la position des navires militaires, je dis dans quel port ils se trouvent, parce que vous ne donnez qu'une information, mais vous donnez aussi une information à l'ennemi qui va savoir où bombarder les ports et qui va peut-être faire en sorte que la nation va perdre la guerre avec toutes les conséquences qui s'en suivent. Donc, vous avez le dernier, le quatrième, qui est le droit à un procès équitable. De nouveau, droit à un procès équitable, liberté d'expression. Bon, si quelqu'un est seulement soupçonné de quelque chose et que la presse déballe toute sa vie et le considère comme un coupable, même s'il est acquitté après, à supposer que les journaux accordent une telle importance, une importance aussi grande à l'acquittement que à ce qui était dit sur la base de rumeurs, parce qu'il était encore suspect, eh bien, même s'il est acquitté,
la société va le considérer comme un coupable et sa vie, ses chances, ses opportunités vont être entamées. Et donc, il y a de nouveau une mise en balance. En même temps, on ne peut pas demander aux journaux de ne parler d'une affaire judiciaire qu'au moment où l'individu a été déclaré coupable, s'il l'est, parce qu'il est d'intérêt public quand même qu'on informe le public sur ce qui se passe dans la société, surtout que les procès durent parfois des années. Donc on voit très bien qu'ici, même en démocratie, même quand il faut une large liberté d'expression, vous avez parfois un conflit entre droits. Hein? Vous avez le conflit entre le droit à la réputation et la liberté d'expression, et puis vous avez le droit à la vie privée, la liberté d'expression, le droit à la sécurité, la liberté d'expression, le droit à un procès équitable et la liberté d'expression. 4 points. Maintenant, vous avez cette deuxième sorte de limite, dont je ne vais pas parler maintenant parce qu'elle fera l'objet des parties suivantes. Ce sont des limites qui, elles, ne sont pas comme la diffamation. La diffamation, tout le monde dit, mais bien sûr qu'il en faut. Attention, où les mettons, ça c'est plus difficile. Ça consiste à dire, certains considèrent qu'il en faut, certains considèrent qu'il n'en faut pas. Et les deux catégories dont je vais parler, les deux sous-catégories dont j'ai parlé, sont le blasphème et les propos racistes. Est-ce qu'on a le droit de dire des choses qui sont perçues comme injurieuses ou moqueuses sur Dieu et les grandes figures sacrées? Est-ce qu'on a le droit de le faire? Dans une société pluraliste où il y a évidemment beaucoup de religions, donc effectivement, il faut se retourner pour savoir qui on ne choque pas. Et est-ce qu'on peut tenir des propos racistes? Les comportements racistes sont interdits. Mais est-ce que quelqu'un a le droit de dire « je suis raciste », de tenir des propos, des discours racistes? Ça, ce seront des questions tout à fait fondamentales dans cette deuxième catégorie, qui est la catégorie des limites controversées dans leurs principes.